présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Laurent Maheu, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey G! Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à l'édition du 15 février des Geeks contre-attaque. Aussi connu sous le nom des Restants de la Saint-Valentin. Oui, alors mon nom est Laurent, en remplacement de Éric Lajoie qui n'est pas avec nous. Non. Et évidemment... On n'a pas voulu payer la rançon. à la co-animation aujourd'hui, Simon. Et oui. Évidemment, l'irremplaçable, l'inimitable Mikey G à la console. Qui vous dit que tous les jours qui finissent en 10 sont des jours pour s'habiller en mou? Oui, j'approuve à 100%, mais par s'habiller en mou, on veut dire pas de pantalon. Donc... Maintenant, Mikey, oui. Nous allons commencer avec notre chronique habituelle pour nous éduquer. Oui. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Oui! Les geektualités. En ce dimanche, il s'est tellement passé de choses cette semaine et mon bac à ramassage de choses de l'Internet est une fois de plus plein. Évidemment, pas pour te corriger en ondes, mais nous sommes toujours samedi. On est samedi? Oui, toujours samedi. Alors, tu as une journée de plus durant la fin de semaine. Excellent. Non, c'est parce que moi, je travaille le dimanche, fait que je suis comme tout mélangé maintenant. Alors, dis-nous, Simon, que se passe-t-il ces temps-ci pour les nouvelles geeks? Oui, mais c'est pas uniquement des nouvelles geeks, mais il y a des petites choses pratiques au travers. On va commencer ça ici par une compagnie en Californie qui offre ses services pour... Comment je pourrais dire? Allez chercher vengeance en votre part. Vous avez été horriblement abandonné le jour de la Saint-Valentin, quelqu'un a brisé votre cœur, ou peu importe la raison, un patron désagréable. Cette compagnie, pour un montant entre 5 000 et 15 000 $, va s'occuper en votre nom ou de façon anonyme à aller chercher une vengeance qui ne sera pas froide au cœur de l'Indien, mais chaude directement sur la personne victime en votre nom. Donc oui, c'est des mercenaires de vengeance. Moi, pour 5 000 à 20 000 $, je connais des gens qui font bien plus que des petits couchiens, là. Oui, mais c'est juste que là, ici, probablement, t'as pas les répercussions légales. Ah, d'accord. Peut-être des poursuites pour diffamation, mais ça, c'est autre chose. Des exemples de couchiens? Malheureusement, non. Leur site web est extrêmement peu d'informations. Si vous voulez vous faire un forfait, il faut les contacter directement parce que, justement, pour éviter probablement des petits problèmes. La compagnie, d'ailleurs, s'appelle Nefarious Jobs, donc de travail maléfique. Ouais, ça me fait peur un peu. C'est correct. Mais c'est parce que t'es pur. T'as pas de vengeance dans ton cœur, Mikey. Ah, ok, c'est pour ça. C'est pas du tout ce que ton Facebook disait cette semaine. En fait, pour Mikey, si t'as peur, c'est peut-être que t'as déjà peut-être accumulé du mauvais karma à ton égard. As-tu déjà blessé quelqu'un, Mikey? Physiquement ou mentalement? La réponse dans les deux cas est oui. Bon, et voilà. Bon. Donc, je serais inquiet. Alors, Mikey, sois inquiet. D'accord, je le suis. Sinon, hier, c'était quelque chose d'extrêmement important. La pleine lune. Et... Oui. C'est vrai, ça marche. Et c'est un bon moment pour parler d'une nouvelle race de chat. Éric Lajoie n'est pas en studio aujourd'hui, donc on peut parler de chat sans briser son petit cœur. Parce qu'il n'aime pas les chats. C'est une race de chat qui a été élevée et sélectionnée pour qu'ils aient un air de loup-garou. OK. C'est les Likio Cats. C'est des chats qui ont une allure un peu lupine, avec un poil très ras, des oreilles décharnées, un nez, des yeux un petit peu plus... des corps qui ont un petit look de loup-garou de film classique. Donc, vous pouvez vous aussi vous obtenir votre loup-garou de salon qui va se nourrir de votre chair les soirs de pleine lune et pas redevenir un chat le lendemain. Il va toujours rester comme ça. Donc, c'est permanent et c'est très délicieux. Mais ça m'évoque tellement un Pokémon, ça, là. Oh oui? Ben oui. Il y a un Pokémon loup-garou? Ben, chat? Lucario. Ah oui. Oui, représenté un peu comme ça. Là, Mais il est plus canin. Oui, mais... Canin d'origine coyote égyptienne.
Mais bref... I know my Pokémon. Il faudrait en avoir un chat-garou dans les Pokémon. Peut-être que la 6e génération, dont je vais me doter prochainement, en a un. Vous pouvez nous le dire sur notre page Facebook, d'ailleurs, s'il y en a un qui ressemble à un chat-garou. S'il y a un sujet qu'on veut en avoir beaucoup, c'est les poses de chats. Fait que venez nous parler de chats sur notre page Facebook. Eric va pleurer tout le temps. Moi, je vais être un homme heureux. Hey, sinon, on reste dans la Lune. Est-ce que ça vous va? On avait la pleine Lune. Restons dans la pleine Lune, oui. Selon un sondage récemment fait par une université américaine, près de 1/3 des Américains pensent que l'astrologie est une science. OK. Ici, je parle pas d'astronomie avec des télescopes et puis des messieurs qui regardent les étoiles, mais ici, je parle que la Lune est en Verseau et puis l'ascendant chèvre est en poil de poche. Donc, oui, ça a mieux sorti que je pensais dans ma tête. Donc, ils ont fait une recherche entre des gens entre 35 et 45 ans et aussi entre 18 et 24 ans en 2010 sur une grande base de plusieurs milliers de personnes et que oui, plus les gens vieillissaient, plus les gens croyaient que l'astrologie était une vraie science et c'est légèrement triste. Ça serait intéressant de faire une contre-référence là-dessus, voir si les gens qui croient que l'astrologie est une science habitent dans les mêmes états dans lesquels les écoles font apprendre le créationnisme. Oh, et ici, on a une contre-vérification extrêmement intéressante de Monsieur Maheu. Est-ce que vous voulez la dire? Oui, alors, je voulais pas, je suis sur mon propre site de Geek Nouvelle. Ah, c'est correct. Et il semblerait que cette étude-là a été contredite et qu'il y a seulement 40% des Américains qui croiraient que l'astrologie est de nature scientifique. Moi, je disais 1/3, c'est 33%, donc c'est moins plus. que ça. Ouais. Tu viens de me booster. Non, en fait, excuse-moi, je lis en diagonale, malheureusement. C'est 10% qui croient que c'est scientifique. Bon, c'est quand même déjà 10% de trop. Et parmi ceux-ci, je pense que ce qui a pu fausser les résultats, c'est que les gens confondent astrologie et astronomie. Ce qui est quand même un problème en soi. En fait, ça, j'ai jamais compris pourquoi la nature des horoscopes avait gagné le logis, qui veut dire savoir, parce que quand on parle de logis, habituellement, c'est des sciences qui sont enseignables et étudiables, mais il semblerait que Vénus en Capricorne sur la Lune en Mars ait gagné ce droit-là. Ben moi, je dis c'est parce qu'à côté de la page des morts dans les journaux, donc ça vient chercher un petit peu la mystique d'outre-tombe et la nécromancie. Hein? Justement... C'est pas la nécrologie, non? Ben oui, la nécrologie, c'est la science des morts. Ben oui. Et voilà. Donc, Voilà. La nécrologie et l'astrologie ensemble, on a du travail à faire. Mais est-ce qu'on reste sur la Lune? Allons-y, Oui. j'ai nulle part où aller. Bon, c'est parfait. Je vous avais parlé, il y a une semaine ou deux, que le véhicule lunaire chinois allait risquer de mourir de froid. J'avais dit que c'était les craintes. Ils l'ont donc mis en hibernation 2 semaines pour qu'il puisse recharger ses batteries. Ils pensaient que les panneaux n'étaient pas bien fermés. Et il s'est réveillé. Donc, sur la Lune, présentement, il y a un véhicule lunaire zombie qui va pouvoir continuer à chercher des ressources naturelles à aller exploiter. Et par le fait même, la Station internationale, elle, aura d'ici la fin de l'année un rayon laser. Coïncidence? Je ne crois pas. Oh. Pour se défendre des véhicules lunaires zombies. Ben, il faut se défendre de ces Oui, véhicules. mais en réalité, c'est pas vraiment un rayon laser de combat. Le rayon laser s'appelle en plus le CATS. C-A-T-S, et non, ce n'est pas un rayon laser en accélérant des chats à l'intérieur d'une lentille, ce qui pourrait être extrêmement intéressant, mais c'est pour le Cloud Aerosol Transport System, c'est pour détecter les particules en suspension et les aérosols dans l'atmosphère pour étudier la pollution et ces choses-là, et non pas pour détruire des planètes ou bien tout simplement écrire des graffitis sur le sol lunaire et pour faire des jokes à des gens. Donc, Et voilà qui nous rassure. Ça a une application quand même pratique. oui, quand même, jusqu'à un certain point. Là. Ben oui. Parce que ici, l'environnement à CKRL, on y tient. Ouais. Est-ce que vous voulez avoir un peu plus peur? Moi, le cinéma les bandes dessinées de Tintin m'avaient appris quelque chose. Si vous faites poursuivre par un crocodile, ben pas mal, vous pouvez pas vraiment vous sauver à la course parce que c'est quand même extrêmement rapide. Je me disais, tout ce qui nous reste, c'est grimper dans les arbres. Eh bien, c'est faux. Le crocodile, j'ai appris cette semaine, est capable de grimper dans certaines hauteurs d'arbres avec ses pattes fortes et musclées. Donc, rien ne sert de courir, vous serez un déjeuner. Voilà. C'est tout ce que Fantastique. Toi, t'avais l'air de quelque chose à rajouter là-dessus? Ou... Sur les crocodiles, en fait, lorsque j'étais en voyage, j'écoutais une émission fort éducative sur les chasseurs de crocodiles, et il semblerait qu'une façon, alligator, et une façon de capturer un alligator, c'est de tourner en rond
pour le forcer à se fatiguer avant de lui sauter dessus. Évidemment, je ne recommande pas ça à personne, mais semblerait que ce soit la méthode. Si on peut pas courir en ligne droite pour se sauver ou monter dans les arbres, eh bien, tourner en rond à la méthode Homer Simpson serait peut-être votre meilleure alternative. Mais je lisais justement un article cette semaine, cet après-midi ce matin pour être précis. Ça fait partie de la semaine. Oui. Il y avait un crocodile c'est un crocodile albinos qui a des problèmes de mâchoire, qui n'ouvrait pas beaucoup sa mâchoire avant et que là, il y a des problèmes. Ça faisait une semaine qu'il n'avait pas ouvert sa mâchoire. C'est pas problématique parce que ces bêtes-là peuvent manger et passer quelques semaines sans manger. Mais là, ça devenait étrange. Donc, ils vont lui faire le passer dans des scanners. Et ils ont dit que la meilleure manière, tu peux pas vraiment utiliser des somnifères ou des choses comme ça sur un crocodile à cause de leur système à sang-froid. C'est beaucoup plus complexe et imprévisible. Donc, ils ont pas le choix de le garder réveillé, mais ils le mettent sur le dos. Parce qu'à cause de ça, c'est pas supposé être sur le dos ces animaux-là, et lorsqu'ils sont sur le dos trop longtemps, le sang se retire de leur cerveau et ils commencent à être un petit peu étourdis et groggy. Et donc là, c'est possible de l'attacher, quand même avec plusieurs attaches parce qu'ils sont quand même extrêmement forts, mais ils vont être moins combatifs. Donc peut-être utiliser un levier pour retourner votre crocodile. Et après ça, tourner autour. J'ai moi-même lu un article très intéressant et sérieux sur l'alimentation des crocodiles albinos. Savez-vous ce qu'est leur plat favori? Non. Le macaroni fromage. Le blanc mangé. Oh! On vient d'atteindre ici un nouveau niveau d'humour. Alors, en spectacle au Dagobert, lundi soir. Je vais embarquer sur tes geektualités. Je viens de lire une grande nouvelle. Vous savez, depuis l'avenue des téléphones cellulaires, on a tous une petite crainte ou on a tous fait un pacte avec le diable en se disant, oui, on a des cellulaires, mais on va tous mourir de cancer du cerveau ou si on laisse le téléphone cellulaire proche des parties génitales dans les poches, ça peut causer des problèmes. Il y a une étude de 11 ans qui a été complétée pas en Nouvelle-Zélande, au UK, United Kingdom, pardon. Angleterre, oui. En Angleterre, et qui semble dire Nouvelle-Guinée, mais... Et qui indiquerait qu'il n'y a aucune évidence qu'il y a une augmentation des tumeurs ou des cancers chez les gens qui se servent des téléphones cellulaires. Ah. Ça fait partie, évidemment, ils ont évalué le spectrum qui est faible, donc les cellulaires, on parle de 900 MHz à 1800 MHz, donc ce que les cellulaires se servent habituellement. C'est sûr qu'un micro-ondes, j'imagine, ça reste au-dessus de ça, donc tenez-vous loin. Mais ça serait... Bon, ça veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas de certains cancers qui peuvent pas être accélérés ou empirés par la présence d'ondes, mais il semblerait que pour le commun des mortels, ça soit pas un facteur à risque. Mais c'est que les ondes se retrouvent partout, de toute façon. Oui. Donc, on peut pas mesurer l'ampleur de l'arrivée de ces cellulaires-là. Peut-être si on fait un comparatif par juste depuis l'arrivée des cellulaires, s'il y a eu une augmentation des cancers en général dans la population, là, ça serait possible, mais bon. De toute façon, on va tous mourir, on va tous attraper quasiment un cancer durant notre vie parce que les taux de cancer ne font qu'augmenter. Fait que préparons-nous mentalement à être cancéreux à un certain point. En fait, la statistique là-dessus, c'est qu'on vit plus longtemps et que éventuellement le système, qui est pas fait pour vivre excessivement longtemps, mais on le maintient en vie, mais les cellules finissent par avoir des comportements qui sont inappropriés et développent des cancers. Damné sois-tu, apoptose cellulaire. Oui, et pourquoi ne faisons-nous pas comme à l'ancienne et mourrons tous à 33 ans après avoir eu 16 enfants? Et donc, Simon, avant la toune de la semaine, on t'a interrompu dans tes nouvelles. Que te reste-t-il? Oh, j'en ai encore d'autres, mais on va en prendre une en particulier. On a fait des scientifiques, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est dans une université australienne qu'ils ont fait des recherches sur les émoticônes. Ils ont montré à des gens des photos de personnes, des caractères au hasard, ainsi que les émoticônes, donc les faces sourire de 2 points avec une parenthèse pour faire un sourire triste ou heureux, etc. Et on scannait un peu l'activité cérébrale lorsque ces émoticônes-là et ces photos-là étaient prises. Et le cerveau humain commence à réagir à un certain point de la même façon à voir des photos humaines, exemple, une émotion de sourire sur une photo qu'un émoticône de sourire. Donc, après une vingtaine d'années, quasiment une trentaine d'années d'utiliser ces symboles-là, ils sont tellement devenus prévalents que le cerveau les associe tels que des vrais sourires ou des choses comme ça, du moins d'une façon inconsciente dans le fond de notre tête. Wow! Oui, c'est quand même spécial. C'est des changements rapides qui se passent dans notre manière de vivre. Alors, Mikey, sur ce... Ben oui. Allons en musique. Allons en paix. La chanson de la semaine!
La première chanson nous vient possiblement du plus grand jeu vidéo jamais créé dans l'univers. Je vous dis le nom de la chanson, The Life and Death of the Mario Brothers, tiré évidemment du jeu au Nintendo de Super Mario Brothers, qui a été créé par Mathias Ungstronger, dont Monsieur Mathias, je m'excuse pour la prononciation. Alors, The Life and Death of the Mario Brothers. Alors, on vient d'entendre The Life and Death of the Mario Brothers, tiré évidemment du jeu Super Mario Bros. Et créé par Mathias Ungstronger, qui a fait ça sur OC Remix, un site incroyable pour la musique de jeux vidéo. Mais ça prend un côté un peu, pas techno, là, c'est quoi le mot? Électro. Dubstep-ish. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça surprend, en tout cas. Oui, mais ils ont pas droppé la basse. Non, heureusement, la basse a bien survécu. Oui, parce qu'il faut pas échapper la basse. Alors, Simon, oui. Il te reste quelques nouvelles pour nous ennouveler. Oui, des choses qu'on ne voulait peut-être pas vraiment avoir, mais qui vont s'en venir. 2016, préparez-vous, il y aura le retour de Tarzan au grand écran. Ah. Tout le monde s'en ennuyait énormément et vous pouvez voir mon niveau de bonheur. Donc Warner Brothers vont faire un film de Tarzan qui va être à la fois réel et en 3D. Donc préparez-vous à avoir ben trop de 3D puis un film 3D de Tarzan où vous allez voir des lianes. Les feuilles d'en face. Exactement, fait que le niveau de plaisir va être infini. Ouais. Mais aussi, tant qu'à parler de résurrecter des vieilles choses et les remettre dans notre face, il va y avoir aussi un nouveau film de Knight Rider en 2000. Oui, donc ici, on n'a pas encore de nom officiel, mais ça risque de revenir d'ici l'année prochaine. Le retour d'une autre franchise ramenée d'entre les morts.
Et je crois que... Oui, dernière petite chose. On va revenir dans l'espace parce que j'aime ça. On avait parlé récemment qu'il y avait un Américain qui voulait poursuivre la NASA parce qu'il voulait pas faire des recherches extrêmement approfondies sur la roche qui avait apparu à côté d'un des véhicules lunaires. Eh bien, finalement, c'était un débris d'une place où ce que la véhicule avait passé. Donc, c'était pardonnez-moi l'expression, un roadkill de véhicules martiens qui a fait tomber une roche. Et donc, ils ne feront pas des analyses microscopiques de ce fragment de pierre extraterrestre. Parce que techniquement, si c'est pas sur la Terre, tout est extraterrestre. Je veux dire, sur la Lune, c'est de la Lune extraterrestre. C'est absolument vrai. Alors, sur la fin de ces geektualités... Puis pourquoi est-ce qu'on dit pas que les roches sont intraterrestres? Parce que, je veux dire, ils sont développés souvent au niveau du magma, à l'intérieur de la couche terrestre. Fait que tous les métaux devraient être... Ça, c'est intraterrestre. Mais moi, je pense que c'est pour la même raison qu'on dit urbain et pas intra-urbain. On dit, hop, c'est urbain, c'est un restaurant urbain, parce que ça fait partie de l'urbain, et non pas à l'intérieur de l'urbe. Pourtant, Brendan Fraser, c'est un intraterrestre, mais c'est pas une roche, mais en tout cas. Ouais. Sur ce flashback des années 90, nous allons passer le micro à Mikey G, qui nous a une chronique... ma foi, toute en... Chronique jeux vidéo! En transition comme ça, est-ce que je vous ai dit à quel point je suis déçu que ce sera pas Brendan Fraser qui va faire l'acteur du film de Uncharted? On parle de jeux vidéo, puis on parlait de Brendan Fraser. Moi, on dit que ça aurait été cool. En fait, on souhaitait que ce soit Nathan Fillion, de qui le personnage a été inspiré. Mais non, on veut Brendan Fraser. On s'ennuie de Brendan Fraser. Je suis tout seul, mais je m'ennuie de Brendan Fraser. Non, on s'ennuie tous de Brendan Fraser. Alors, Mikey, côté chronique jeux vidéo, ce 15 février. Ben justement, 15 février, c'est le lendemain de la Saint-Valentin. Vous avez gâté votre blonde, vous avez ramassé des airs lousses. Eh bien, je vais vous donner l'occasion de les dépenser allègrement à peu près tout le lendemain de la Saint-Valentin. C'est-à-dire que allez au collège O'Sullivan à Québec parce qu'ils organisent leur premier tournoi de jeux vidéo. En fait, ils veulent financer tout simplement leur voyage pour Los Angeles. Et puis, il y a plusieurs jeux qui sont soumis à ces gladiateurs des pixels animés. Vous pouvez être débutant ou avancé. C'est sûr que si vous êtes débutant, vous allez vous faire planter. Mais vous pouvez quand même venir tenter votre chance sur les différentes consoles disponibles. Il y a aussi plusieurs jeux qui vont être hors tournoi. Donc, pour les débutants, allez dans le pas creux avec les autres. Mais quels sont les jeux en tournoi? Justement, les vrais hommes vont pouvoir se défaire la face et les pouces avec, je vais commencer par le jeu duquel j'assure ma dominance internationale, c'est-à-dire Mario Kart sur la Wii. Je suis absolument imbattable, mais je ne pourrai pas participer à ce tournoi, donc un autre chanceux aura la chance de remporter la coupe. Sinon, il y aura Super Smash Bros. Melee, le jeu au GameCube dont Kirby fait suer tous les joueurs de cette mêlée-là. Il y aura le classique GoldenEye au Nintendo 64. Oui, un intouchable. Oui, un intouchable, surtout Hot Job qui est particulièrement intouchable dans ce jeu. Mortal Kombat au Super Nintendo, évidemment, et le seul jeu qui va avoir dont les joueurs vont avoir le droit d'amener leur PlayStation, j'ai nommé Street Fighter 4 de la Xbox 360. Drôle de choix, par exemple, sur la 360. Oui, mais bon, c'est les organisateurs du Collège O'Sullivan qui en ont décidé ainsi. Il y a plusieurs jeux qui sont hors tournoi, mais ils ne sont pas mentionnés dans le communiqué de presse. Donc, les prix de présence, les prix pour les gagnants, évidemment, seront remis tout au long de la soirée. Il y aura de la bonne bouffe de gamers, évidemment, et des rafraîchissants qui vont être des rafraîchissements. Des rafraîchissements rafraîchissants. Exactement, disponibles sur Pilas et ça ne coûte que 10$ en prévente, mais étant donné qu'on est passablement à la date justement mentionnée, c'est ce soir, à la porte, ça va vous coûter 15$ pour participer à ce tournoi ou simplement vous amuser à voir qui est le meilleur et le plus pourri. Donc on vous attend en grand nombre. Allez-y pour moi, allez-y pour nous parce que nous on a d'autres choses à faire malheureusement. Alors c'est un rendez-vous au Collège O'Sullivan. Sinon,
des nouvelles d'un autre tournoi, mais celui-là de calibre international. Ça est sorti la semaine dernière, cette nouvelle-là. On sait maintenant le lieu et l'endroit du plus grand tournoi de jeux de combat au monde, c'est-à-dire le EVO 2014. Allez voir ça sur YouTube, c'est particulièrement fascinant et enlevant de voir les joueurs qui reviennent passablement. C'est toujours les mêmes joueurs qui reviennent à chaque année. C'est sûr qu'il y a toujours des newcomers, comme on dit, des nouveaux arrivants, mais ça a lieu ça à Las Vegas, à l'hôtel & Casino LVH, et les jeux aussi ont été le line-up finalement, l'alignement des jeux a été mentionné sur cette nouvelle-là. On va avoir droit à des jeux plus ou moins connus. Les plus connus, évidemment, Ultra Street Fighter 4. Il y aura également Killer Instinct, Injustice, Gods Among Us, qui fait une entrée, je crois, pour la première fois. King of Fighters 13. Ultimate Marvel vs. Capcom, qui est un classique du EVO, évidemment. Et Blaze Blue Chrono Phantasma, jeu que je ne connais ni d'Ivo ni d'Adam, si vous me permettez le jeu de mots. Il y a quelques nouvelles également regardant le Super Smash Bros. Melee, qui fait partie du tournoi, d'ailleurs disponible au collège O'Sullivan ce soir. L'année dernière, Smash a été un événement incroyable au EVO, et Nintendo branle dans le manche cette année. Ils ne sont pas certains s'ils vont participer à cette édition en 2014. Ils sont engagés dans des discussions préliminaires avec EVO à propos de l'événement. Donc c'est indéterminé si Nintendo participera ou non à EVO cette année. Ouais, il y avait eu des petites controverses l'année passée. Nintendo qui voulait retirer les possibilités de live streamer, si vous me permettez l'expression, donc d'envoyer sur Internet live des compétitions de leur propre jeu, donc Smash ici dans ce cas-ci. Mais ils sont replacés, mais sur le coup, Nintendo, ils ont un petit peu de difficulté à se placer dans ce genre de technologie-là. Si vous voulez vous faire la main sur des véritables jeux d'arcade rétro, j'ai la place, l'endroit rêvé pour vous. Ça a ouvert ça à peu près il y a 1 mois, et c'est à Québec, et c'est certain qu'un de nous geeks, que ça soit ici en studio ou vous qui nous écoutez à la maison, c'est sûr que vous allez aller faire votre tour. C'est le Barcade, le McFly. Ça, c'est en Basse-Ville, près de Charest, et c'est inspiré d'une série de bars qui ont popé comme ça à Philadelphie, Brooklyn, New Jersey, tout ça, donc aux États-Unis. Et c'est un bar où il y a des machines d'arcade rétro. Donc c'est vraiment pas là des titres, des bornes là même, comme on dit, là, des émulateurs d'arcade. C'est vraiment les vraies machines. Il y a des pinballs là-dedans. Il y a évidemment Pac-Man, Mario Bros, le classique là avec on tue des tortues et des pic-pic et tout ça. Galaga, Xevious, Track and Field, 2 machines à boules comme je disais, Centipede également. Et le propriétaire de l'endroit, en fait, le gars qui s'occupe des jeux, veut dire qu'il cherche activement les jeux de attendez une seconde, Centipede. Non, Centipede, il l'a. Il veut Astéroïde, il veut Missile Command également. Donc si vous connaissez des gens qui possèdent des machines d'arcade, eh bien communiquez avec le Barcade McFly. Si vous voyez un gars habillé en Marty McFly au Barcade, ça se peut ardemment que ça soit moi. Donc passez me dire bonjour. Oui, d'ailleurs, par exemple, on tient à vous rappeler que c'est un barcade, donc c'est un bar 18 ans et plus. C'est pas parce qu'il y a des machines à boules que c'est une activité pour, malheureusement, la jeunesse. 18 ans et plus, aucun achat requis. Ben, peut-être, oui. Donc voilà ce qui fait le tour. Hey, je vais profiter, on a parlé de Marty McFly. Oui. On a un geek qui nous écoute en direct, je crois du nom de Charles Roussel, qui nous a envoyé une geektualité qu'on n'a pas couvert. Alors, on le sait que dans le futur de Back to the Future, le 2e, il y a une technologie qu'on aurait aimé avoir, les souliers auto-lassants. Oui. Et il semblerait que Nike soit en train de produire pour 2015 des souliers qui seraient auto-lassants. On va vous copier la nouvelle sur le site des Geeks Contre-Attaque. Donc, dans 1 an, le futur sera
Maintenant. presque là, parce qu'il va manquer le skateboard. Oui. Mais si on a les souliers, moi je dis qu'on est à moitié là, puis on va pouvoir dire mission accomplie. Le seul et unique problème là-dessus, c'est que, regarde, le velcro, c'est pas assez technologique, on a besoin de quelque chose de plus. Toujours plus, toujours. Toujours plus loin. Et sur cette quête du plus, nous allons prendre une courte pause et vous revenir en force avec notre invité, un metteur en scène d'une pièce de théâtre. Dont on va parler au retour de la pause. C'est une surprise. Et en attendant, pensez-y, tout le nombre de jazz qui n'ont pas encore été faits, qu'il leur reste plus que quelques années pour se rendre jusqu'au bon numéro, ça en fait beaucoup. Oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. Oh, ne m'oublie pas au fond du verre du fond d'un bar. La vie humaine est trop courte. Mon amour, fais-moi la courte. 89.1 Québec. On n'en a plus rien à foutre. Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un peuple. Les héros comme les fiottes, le soleil comme la flotte. Profite. Puisqu'il faut vraiment s'aborder le navire, on va se finir. Oui, si Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 43 73, labarberie.com. Il faut remonter au 12e siècle pour retrouver les traces du hamburger alors que Gengis Khan part conquérir le monde. Au 19e siècle, les Allemands l'importent en Amérique et aujourd'hui, on le déguste de toutes sortes de façons au resto chez Victor rue Saint-Paul. Venez savourer des créations originales comme le saumon ratatouille, le porc et fromage bleu, le canard aux figues et au miel ou encore le normand, une spécialité. À chaque Victor, son menu, son décor. Chez Victor, 300 rue Saint-Paul, 88 781 2511. Pour la Saint-Valentin, offrez-vous pas un, mais 2 gâteaux. Procurez-vous le duo de l'amour de la Fournée Bio. Un cœur à la mousse de chocolat noir ou au lait et un cœur à la framboise, un authentique bonheur à déguster en amoureux. Et chez Pure Passion Chocolatée, tombez sous le charme des boîtes faites de chocolat en forme de cœur avec un choix de chocolat assorti à l'intérieur. La Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée sous un même toit, au 1296, coin de la 3e avenue et de la 13e rue, à Limoilou. 88 522 44 41. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de Yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Mesdames et messieurs, re-bienvenue au Geek contre-attaque du 15 février. Si vous venez de vous joindre à nous, mon nom est Laurent, en remplacement d'Éric. À la co-animation, toujours Simon Boucher. Et Oui, évidemment, je suis là. l'inimitable, le légendaire Mikey G à la mise en onde. Légendaire parce que je suis orange. Oui, effectivement. Puis tu tombes juste des boss finaux. Alors, avant de commencer l'entrevue avec notre invité de la semaine, j'aimerais vous parler d'une franchise d'horreur qui existe depuis plus de 60 ans. On la connaît tous sous une de ses incarnations ou l'autre. Mais là, Doctor Who, c'est pas d'horreur, ça? Ouais. C'est pour ça que c'est pas de lui que je parle. Ah, ok. Je parle des Contes de la Crypte. Alors, on a tous vu ou entendu, ou d'une manière ou d'une autre, cette émission-là, mais ça a été créé en 1950 par des producteurs de comics, EC Comics,
qui ont fait 27 numéros sur 5 ans. Malheureusement, en 1955, ils ont dû arrêter la production des Tales from the Crypt ainsi que 3 autres titres d'horreur parce que c'était l'époque où les gens pensaient que tous les maux de la société provenaient des comics. Et c'est là qu'il y a eu le Comic Association qui a créé le Comic Code, ouais, tout ça. Oui. Donc, tout ce qui était horreur a dû être censuré à l'époque. Heureusement pour la culture, en 1989, HBO a produit 93 épisodes d'une émission de télé, Tales from the Crypt. Et ça, c'est pas tout. Les Américains voulaient avoir leur morceau de l'horreur. Il y a eu la série américaine qui, elle, a été animée, qui a duré 3 saisons, séparées sur 6 ans. Donc, si je me trompe pas, 92, 93, un break et ensuite en 99. Okay. Et il y a eu en 2000 8 épisodes de radio. Qui ont été produits, un peu comme les vieux, comme on voit des fois là, les grands-parents assis devant la radio. Des radios romans. Comme la guerre des mondes, puis les choses horreurs. Et il y a eu aussi, si je ne m'abuse, 3 films tirés des contes de la crypte. Oui. Et maintenant, pourquoi je vous en parle? Je sais pas. C'est qu'il va y avoir une nouvelle... chose? Il va y avoir une nouvelle incarnation des contes de la crypte, cette fois-ci par la troupe Minute qui nous amène les contes sur la pièce de théâtre. Donc, j'ai avec moi notre invité de la semaine. Ben oui, présentons-le! Hein? Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Alors, les geeks souhaitent la bienvenue à Simon-Pierre Gariepi, metteur en scène de la troupe Minute et de la pièce de théâtre Les Contes de la Crypte. Alors, bienvenue au Geek contre-attaque. Merci. Tu as une magnifique première demi de prénom. C'est beau. Alors, les contes de la crypte, c'est un grand bagage légendaire de l'horreur. Oui. Et la troupe Minute a décidé de les amener sur scène. Pouvez-vous nous expliquer un peu le processus de comment vous avez choisi ou décidé d'amener ce type qui, je crois pas, a été fait officiellement au théâtre? Non, ça a jamais été fait. En fait, la troupe Minute se spécialise dans deux créneaux différents, c'est-à-dire l'horreur, le mystère et l'humour. On est tous à la troupe Minute des fans de films d'horreur, des comic books et tout ça. Et il y en a un d'entre nous qui a reçu en cadeau une série des comic books et le déclic s'est fait. On s'est dit, tiens, pourquoi pas adapter des contes de la crypte sur scène. Chose, comme tu disais, qui s'est jamais fait. Maintenant, la formule habituelle des contes de la crypte, on a le Crypt Keeper qui sert de narrateur, parfois acteur dans des scènes d'horreur, et qui nous présente plusieurs histoires d'horreur dans le cadre d'une émission. Voilà. Est-ce que vous allez reprendre la même formule pour la pièce de théâtre? Oui, exactement. On reprend la même formule. C'est donc le gardien de la crypte qui s'est fait metteur en scène carrément, qui présente les 3 contes. On a 3 contes durant le spectacle qui sont tirés de la série. Alors c'est ça, il est là au début, il fait sa présentation toujours avec ses gags un peu douteux, ses jeux de mots. Oui. Et c'est ça, on lance le conte, il revient à la fin faire ses petits commentaires, on en relance un autre. Alors, parlant du Crypt Keeper, qui est un peu le personnage légendaire de la série, vous avez reproduit une marionnette qui, je crois, est excessivement fidèle à ce qui a été dans les émissions de télé. Alors, on va donner les dus à qui de droit? C'est Marianne Lemay-Comtois qui a fabriqué la marionnette. Une fille de grand talent, incroyable. On lui a donné le mandat en disant, c'est ça, on veut une marionnette qui ressemble le plus fidèlement possible à la marionnette originale. Et puis, elle nous a fait ça en claquant des doigts, là. Elle est magnifique. Et également, un petit coup de cœur que moi j'ai eu en visitant votre page web, ce sont les faux comiques.
Oui. Alors, les pages couvertures de ce qui aurait pu être en 1950 des pages couvertures des histoires d'horreur. Exactement. Donc, on a partagé sur le site des Geeks Contre-Attaque. Je suis en train de le faire. On vous invite à visiter. Alors, côté, vous, la marionnette s'apparente évidemment à la série télé. Oui. Les pages de comics, évidemment, à la série auparavant. De quelle série avez-vous pris les histoires? Si vous pouvez faire un petit résumé de qu'est-ce que les gens pourraient, évidemment, sans gâcher les non, punch. Évidemment, je donnerai pas de punch. On a fait une sélection des 3 contes en écoutant les 6 saisons. Wow! C'est quand même le fun comme recherche. Oui. Il y a des recherches plus pénibles. Oui, tout à fait. Mais se taper 6 saisons, c'est quand même un moment donné, surtout que il y a tout le côté ludique du travail, mais il fallait trouver quelque chose qui était adaptable aussi à la scène. Pas juste l'écouter, il faut regarder les éléments intéressants. Qu'est-ce qui pourrait bien aussi s'adapter? Parce que là, on parle aussi de mise en scène théâtrale et non pas d'une série télé, lesquelles qui se passent dans des endroits peut-être un peu plus fermés, moins de décors. Exactement, parce qu'il y a les contraintes aussi. Bon, le nombre de personnages. Si c'est trop éclaté, il y a trop d'effets spéciaux, s'il y a trop de lieux. Il y a tout ça qu'il fallait voir. Alors, on en a sélectionné 3. Et c'est ça par rapport aux affiches, au cover des comic books. Quand le gardien de la crypte présente le conte, il y a toujours son livre. Et dans son livre, il y a toujours cette image-là. Qui nous amène vers le conte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris exactement les mêmes images des contes qu'on a choisis et je les fais refaire façon comic book. Parce qu'on reconnaît les silhouettes des comédiens. Oui, exactement. C'est ça. Je les fais refaire avec le visage des silhouettes de nos comédiens. Wow. C'est Corentin Chabert qui a fait ça, qui a fait un travail extraordinaire. Là. Ils sont superbes. Nos affiches sont comme ça. On a 3 affiches trois affiches différentes pour le même show. Et on retrouve ces images-là aussi là, dans le spectacle. En quelques courtes phrases, juste pour nous mettre en bouche, quelles sont les histoires? Oui, le premier conte qu'on va voir s'appelle La mort d'un pigeon voyageur, qui est l'histoire d'un arnaqueur qui vend des fausses concessions funéraires et qui se ramasse dans une famille plutôt particulière. Mm-hmm. J'irai pas plus loin. Le deuxième conte s'appelle Une punition à la mesure du crime, où une avocate spécialisée dans les affaires médicales se retrouve confrontée à l'affaire la plus délicate de sa vie et se ramasse dans une cour d'un tout petit village elle est complètement dépassée. Et le troisième conte s'appelle La peinture au sang. Et c'est un peintre complètement désabusé et fauché qui, pour relancer sa carrière, décide d'utiliser une technique plutôt personnelle. Alors, j'ai des billets qui devraient m'attendre pour votre dernière semaine de présentation. Oui. Mais avant de parler du où, quand, comment, parlez-nous de la troupe Minute. Vous avez pas dit que vous avez fait de l'horreur auparavant. C'est pas votre première production. Non, c'est pas notre première production. C'est notre... Mon Dieu, moi je suis pas à la troupe Minute depuis le début. Moi personnellement, c'est ma 4e production avec eux. On n'est jamais allé aussi loin dans le théâtre d'horreur tel qu'on le fait là. Le dernier spectacle qu'on a fait, qui est un peu dans cette veine-là, c'est Rendez-vous avec la peur de Alan Dixon Carr, qui était tiré de ces radioromans un peu mystérieux des années 40, 50. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, on fait aussi dans l'humour, un peu plus théâtre d'été, des trucs un peu plus mystère, suspense, Agatha Christie, voilà. Donc, on va prendre une courte pause musicale. Je fais exprès pour garder l'information pour que vous reveniez avec nous. Oui. Simon-Pierre, tu restes. Tu vas avoir la chance
d'entendre avec nous la chanson numéro 2 de la semaine. La chanson de la semaine 2! Alors, la première chanson, je l'avais dit, tirée du jeu vidéo le plus important de l'univers. La deuxième est tirée d'un jeu vidéo qui, je crois, est mon préféré encore à ce jour. La pièce s'appelle Voodoo, Roots and Grog, tirée du jeu The Secret of Monkey Island, produit par Alex Jones et Diggy Dig, pardon, à Monsieur Dig. Alors voilà. Alors, on vient d'entendre une pièce tirée de Secret of Monkey Island, Voodoo, Roots and Grog, produit par Alex Jones et Diggy Dig. Alors, nous sommes toujours en entrevue avec Simon-Pierre Guerrier-Puis de la Troupe Minute qui vient nous parler des contes de la crypte. Donc, on a fait le tour. Il y a 3 histoires fidèles à la formule de l'émission. Mais en parlant de plusieurs histoires, à moins que je ne m'abuse, mais ça va se passer dans plusieurs lieux. Voilà. Alors, comment vous conjuguez la pluralité des lieux avec le fait que vous êtes dans une seule scène?
Oui, en fait, c'est qu'on utilise la projection vidéo pour éclairer le spectacle carrément. On n'a pas de spot, c'est uniquement les projecteurs. On a sur plusieurs écrans, on projette un peu partout sur les éléments de décor, sur les comédiens en rétroprojection. Fait que c'est tout un travail, mais ça donne un résultat qui est de toute beauté. Vraiment, c'est magique, là. Et parlant de comédiens, la troupe, combien de comédiens vont être sur scène pour se départager les comptes? On est 8 comédiens, 9 avec moi, parce que moi, je vais faire le gardien de la crypte, c'est moi. Donc voilà. Annie Gignac, Annie Fournier, Claudia Boivin, Les Tourneaux, Andréane Belland, Jean-Nicolas Marquis, Benoît Côté, Dominique Robert Nadeau et Marc Simard. Voilà, je les ai toutes nommées. Ça serait gênant pour le metteur en scène d'en oublier un. Puis, ouais, c'est ça. Mais on est ça c'est le noyau qui est sur scène, mais on a beaucoup d'artisans là, qui travaillent autour. Donc on présente ça avec en collaboration avec les productions Ciné-Scène. C'est toute pour tout ce qui est vidéo, c'est toute une grosse équipe. Il y a Marianne qui a fait la marionnette. On a Marc Thibault qui a réalisé Peur Chronique, une web série. Qui est un spécialiste du maquillage d'effets spéciaux, donc qui travaille le petit côté gore. Et j'en passe là, je vais en oublier, c'est sûr. Mais parlant du petit côté gore, je veux dire, c'est quand même série d'horreur et puis tout ça. Jusqu'à quel point est-ce que c'était peurant? Je veux dire, je comprends qu'on n'a même pas des enfants de 3 ans, mais je veux dire, jusqu'à quel point pour les gens qui sont un petit peu plus frileux là-dessus? C'est pas un spectacle d'horreur où le sang gicle. Fait que les premières rangées ne sont pas éclaboussées? Non, pas du tout. C'est pas le genre de choses que j'aime personnellement. Je préfère les situations un petit peu plus psychologiques, l'horreur psychologique. L'angoisse, la tension. L'angoisse, la tension, c'est ça. Puis au théâtre, on n'a pas l'occasion, en fait, de vivre ça souvent, ni pour le spectateur, ni pour les comédiens qui ont à jouer des situations extrêmes. Donc c'est, je dirais que c'est un horreur modéré. C'est un horreur de situation plus qu'un horreur de créature giclante. Oui, on va avoir un petit peu d'hémoglobine. Quand même un petit peu d'hémoglobine, mais ça en prend. Ben oui. Mais non, ça giclera pas partout, puis c'est pas, on n'abuse pas là du Tarantino est pas derrière votre production. Pas du tout. Excellent. Pas du tout. Donc évidemment, il nous manque un gros morceau du puzzle que je gardais pour la fin pour être sûr que les gens l'aient en bouche après l'émission. Où, quand, comment, pourquoi et combien, si possible. Oui. Alors, c'est à l'Expo Théâtre de la Visitation, une toute petite salle qui est sur la route de l'église, coin chemin Sainte-Foy. Oui. C'est le 20, 21, 22 février, c'est-à-dire à partir de jeudi prochain, et les 27, 28 et 1er mars de la semaine suivante. Donc, on parle des jeudis, vendredis, samedi des 2 prochaines semaines. Exactement. Ça commence à 20h, ouverture des portes à 19h. Le billet est à $20, 17$ pour les étudiants. Est-ce qu'on les achète à la porte ou faut les précommander? Idéalement, vaut mieux réserver d'avance parce que ça s'envole quand même assez bien. Je présume que sur la page Facebook qu'on a envoyé toutes les informations pour obtenir les billets. Exactement. Tout est là. Sinon, vous pouvez appeler au 418 802 7422. Et voilà. Je pense que le numéro est également sur les affiches. Oui. Donc, si vous n'aviez pas de crayon, vous n'êtes pas obligé d'attendre le podcast. Allez pour sur Facebook. Réentendre. Oui. Donc, Simon, Pierre Garriépi, metteur en scène de la troupe Minute, marionnettiste des Contes de la Crypte. Merci beaucoup de vous être déplacé. Et gardien de la crypte. Gardien de la crypte. Ben voilà. C'est important. Alors, merci beaucoup d'être déplacé. Alors, les geeks, si vous êtes des fans de théâtre et ou de l'horreur, je pense que vous avez une belle opportunité d'aller voir un bon divertissement. Absolument. Oui. Donc, en fin d'émission... Parlant d'horreur, Simon. Oui. Nicolas Cage, Doctor Who. Ok, oui. Je vais vous mettre ça sur la page. J'ai envoyé cet après-midi à Mikey un lien. C'était si Doctor Who était fait par les Américains,
qui pourraient être les acteurs qui ont joué le docteur. J'en ai encore peur dans mon visage. Ça, c'est ce qu'on appelle des fois du dreamcasting. On prend un livre qui n'existe pas, on prend un film qui a été fait en 1920 et on essaie d'imaginer qui le referait. Évidemment, moi et Mikey en console sommes tous deux des grands fans du Doctor Who. J'en suis devenu un. T'en es devenu un? On t'a converti à l'usure? Oui, là, je suis rendu... j'ai fini la première saison de 2008. Qui est ton docteur? Non, je suis rendu... Matt Smith. Matt Smith? C'est Toupette, là? Ouais, je suis rendu avec Toupette. OK, donc t'es quasiment... Il te reste une saison. Je suis pas loin, je suis en 2010, là. Avant son départ. Ouais. Alors, c'est sûr que ce que l'article qu'on va vous montrer, c'est un peu un tongue-in-cheek, un peu blagueur, parce que le Doctor Who, à l'origine, ce sont des acteurs qui deviennent connus parce qu'ils ont joué le rôle, et non pas des acteurs connus qui ont le rôle. C'est pour ça que le dernier était connu quand même jusqu'à un certain point. Oui, il est reconnu comme acteur, mais comme comédien plus que comme acteur. Et donc, c'est pour ça que si vous êtes des fans de Doctor Who, c'est drôle de voir qui aurait pu incarner les diverses incarnations. Il y a même Danny Glover, qui était qui est un rappeur qui jouait dans Community, qui a quitté récemment l'émission. On a le War Doctor joué par Harrison Ford. Je vais dire Han Solo, je mélange mes univers. Mais moi, honnêtement, Kyle MacLachlan de Twin Peaks. C'est là que je l'ai vu. Oui, cet acteur-là qui serait un docteur, ce serait complètement malsain. Là, si on utilise la malsainité de Twin Peaks avec Doctor Who, ce serait délicieux. Délicieux. Sinon, il y a la mouche aussi. Jeff Goldblum. En tant que... Non, mais c'est totalement délicieux. Là. Évidemment, ne partez pas des rumeurs qu'il va y avoir une reprise américaine de Doctor Who. La licence est bien encore chez BBC. Le plus qu'ils ont fait, c'est l'édition Torchwood, qui est ce qu'on appelle un spin-off de l'émission Doctor Who, qui a été faite en Amérique dans la 4e et dernière saison. Mais je sais pas si ça l'a bien pogné parce qu'ils sont pas encore en train de parler de faire une 5e saison de cette série-là. Donc, peut-être que l'américanisation des produits britanniques ne fonctionne pas très bien. Ben, ça dépend. The Office, ça a marché quand même pas mal, là. 9 saisons. Ça, il faut faire attention. Ça, je vais faire un petit éditorial en fin d'émission sur la télévision. C'est bon, on te laisse le temps. Vas-y. Ce que je discutais avec ma copine récemment, c'est que dans les séries, des séries britanniques, ce sont habituellement des comédiens, avec un C majuscule, qui décident de faire de la télévision. Et après une saison ou deux, le théâtre les appelle, le spectacle, et ils vont quitter. Donc les saisons anglaises sont très courtes, de 6 épisodes. C'est très condensé. Ou 3 quand c'est des gros shows comme Sherlock. Et ensuite, les acteurs retournent faire leur vie dans leur passion et reviendront faire de la télé. Tandis que aux États-Unis, c'est l'inverse. Les gens font de la télé. Oui. Et ensuite, après avoir fait 9 ans de télé, ils vont décider de faire un show sur Broadway parce que leur nom a du poids, tout ça. Mais ce sont des gens qui font des séries pour être, on dit en anglais syndicated, c'est-à-dire que l'émission, lorsqu'elle passe, je crois, le cap de 100 ou 120 émissions, à chaque fois qu'il y a des reprises de l'émission, ils reçoivent de l'argent. Donc, par exemple, les comédiens de Friends, à chaque fois qu'une reprise de Friends est jouée, ils reçoivent un peu d'argent, les droits d'auteur. Donc, c'est la mentalité un peu plus américaine. Ils produisent de longues saisons. L'histoire est pas importante. Si on prend The Office UK, il y avait 2 saisons. Le début du reportage et la fin du reportage avec le personnage qui se fait renvoyer, tandis que la série américaine, que j'ai écoutée et adorée, somme toute, ils ont commencé, ça l'a pogné, et là, ils ont juste continué à rajouter du matériel, mais la 8e, 9e saison, après le départ de Steve Carell, qui était le personnage principal du boss, je te l'accorde, et qui était l'encre de l'émission. Une fois après son départ, l'émission aurait dû terminer. L'histoire est terminée, on a terminé la suite, il est passé d'un boss excessivement incompétent à un boss moyennement incompétent, mais qui a réussi à trouver l'amour, blablabla. Ça se termine, mais non, comme il y a de l'argent à faire encore, comme il y a des chèques, et je comprends, c'est un emploi pour ces gens-là, mais on étire des histoires. How I Met Your Mother, c'est la même chose. Avec là maintenant How I Met Your Father, qui est en production. Qui
qui ne sera pas l'histoire le parallèle. revers. Bon, Non, ben, c'est- on n'étirera pas la sauce comme les sitcoms américains, messieurs, donc... Mais pourquoi tu m'as starté d'abord? Ben Évidemment, là, ah, il approche la fin de l'émission. c'est ça. C'est correct, j'ai des somnifères à crocodile, Laurent, va le calmer. Tout feu, tout flamme suivra à l'instant. Oh oui! Alors, c'est tout pour l'édition du 15 février des Geeks Contre-Attaque. Aussi connu sous le nom des restes de la Saint-Valentin. Simon, merci à la co-animation. Laurent, merci à l'animation. Évidemment, Mikey à la mise en onde. Et Simon-Pierre Gariepi de la troupe Minute, notre invité de la semaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir à vous. écouté Laurent Déblatéré. Bonne semaine des geeks. Don't mess around with the Spaceballs. You better watch out.